Merci. Il faut, hein. C'est pas facile des fois, mais il faut. Il faut. Lorsque l'on diagnostique le diabète à l'adolescence, l'acceptation est sans doute l'aspect le plus difficile à maîtriser pour le patient, mais aussi pour la famille. Dans cet épisode de Transplanté, Lossi va nous raconter sa longue acceptation et le rôle que va jouer son meilleur ami pour qu'il avance dans sa maladie. Nous avons vu Lossi en consultation en 2022, il a été greffé en octobre 2024. Nous l'avons appelé 3 fois pour une proposition de greffon qui n'ont pas abouti. La 4e a enfin été la bonne. Alors moi, je m'appelle Lossi. J'ai 32 ans. Alors moi, je suis transplanté depuis le 12 octobre 2024 du rein et du pancréas. Un jour, j'étais avec mes parents. On était dans une réunion. Et il y avait mon père à ma droite, il y avait ma mère à ma gauche. Et en fait, j'ai posé la tête sur l'épaule de ma mère. Et après, avec ma mère, je suis pas trop tactile. Et déjà, dès l'enfance, j'avais 11 ans et demi. Et elle trouvait ça assez surprenant quand je posais ma tête sur elle et tout. Et en fait, elle croyait que, comme tout enfant qui pose la tête sur sa propre maman, et elle me dit, bon, il a l'air fatigué. Et mon père, il dit, ah oui, il est un peu fatigué là, hein. Et là, ma mère, avec son instinct maternel, elle dit, là, je sens un truc bizarre et c'est pas normal. Ramenons-le à l'hôpital pour voir s'il a pas quelque chose. Sachant que, il faut savoir aussi que dans mon enfance, j'étais très très gros. Oui, à 10 ans, 9-10 ans, je pesais déjà presque 90 kilos. Et donc, j'ai maigri drastiquement, énormément perdu de poids. On se posait vraiment des questions. Est-ce que j'avais le cancer? Est-ce que j'ai une maladie quelconque? Et donc ma mère m'a ramené à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, on dit à ma mère que votre fils n'a rien du tout. On va prendre des échantillons d'urine. Et donc je pisse dans un petit pot. Et donc c'est là qu'il découvre que j'ai 7 grammes de sucre. Je me rappellerai toujours. 7 grammes de sucre. Pour moi, ça a pas fait l'effet d'une bombe parce que je m'y connaissais pas. Donc mais j'avais 7 grammes de sucre. Et donc le docteur, je me rappelle très bien. Et elle m'a dit, Madame, on hospitalise votre fils maintenant. Et donc c'était un peu compliqué parce que ma mère, en fait, elle venait de perdre son père en Afrique, spécialement au Congo. Et donc elle était partagée entre aller en Afrique, aller au Congo pour l'enterrement de son père, parce que c'est la dernière fois qu'elle allait le voir, et entre garder, enfin, s'occuper de son fils ici en France. Et donc elle a même pas réfléchi, hein, c'était son fils en priorité. Donc c'était assez une époque un peu troublante pour elle, parce qu'en même temps elle découvre que son fils est malade et en même temps son père est décédé. Donc c'était un peu un gros choc émotionnel pour elle. Donc, s'en suivit 2 mois d'hospitalisation. Et donc, arrivé maintenant, il faut que je m'adapte avec le diabète. Bien évidemment, on va dire à un enfant de 11 ans de s'adapter avec un diabète, bah, il va pas obéir, hein. Donc, j'ai fait vraiment tout et n'importe quoi. Pour dire, j'ai même renié la maladie. C'est-à-dire que pour moi, je répétais souvent à mes cousines et à mes cousins, pour moi, j'ai pas de maladie. C'est comme ça, c'est normal. Bon, les premières semaines et les premiers mois, on met l'insuline, surtout qu'avant, c'était pas comme aujourd'hui les stylos. Avant, on faisait nos propres doses avec les aiguilles, on devait les mélanger, donc c'était assez compliqué. Et donc moi, je faisais tout seul parce que j'ai toujours été très indépendant. Et il y avait toujours ce truc-là où je voulais faire mes propres doses tout seul. Et bah, au fur et à mesure du temps, on dit à un enfant qui est en 6e de faire ses propres doses, ça me saoulait. Et donc je voyais les autres enfants autour de moi qui mangeaient des bonbons, des chips et énormément de choses. Et j'en profitais quand mes parents me donnaient de l'argent de poche pour aller me coinfrer de sucreries. L'acceptation. Sarah Michel, psychologue. Alors c'est drôle parce que c'est un mot que je n'emploie pas tant que ça. Quand je l'emploie, c'est que je le reprends du patient lui-même. Je parlerai plus de faire avec. Parce que l'idée, quand il y a une annonce de maladie comme le diabète, puisqu'on parle de ça là principalement, puis l'insuffisance rénale, l'idée c'est de faire avec, c'est de pouvoir continuer à vivre avec cette pathologie qui vient faire effraction dans la vie d'une personne, que cette personne soit enfant, ado, jeune adulte, parce que c'est quand même dans ces âges-là qu'on découvre le plus le diabète de type 1. Et bien sûr, en écoutant les patients, très très régulièrement, on entend que le diabète ne s'est pas intégré si facilement à la vie de la personne. Les patients me racontent qu'au moment de l'adolescence, ils ont dit à leurs parents « Merci, j'ai plus besoin de toi, j'ai plus besoin de vous pour m'occuper de ça, je vais le faire. » Et en fait, je vais le faire, c'est je vais essayer de vivre un peu comme les autres et tous les plaisirs de la vie de ce moment-là, compris donc alimentaire et les traitements on verra plus tard. Bon bah voilà, et c'est là qu'en fait souvent ça dégénère, et ils le disent eux-mêmes les patients. Je me permets de le dire parce que j'ai vraiment l'impression de rapporter quelque chose qui m'est raconté par les patients. L'insuline on verra plus tard, les rendez-vous aussi, et là sans le savoir, ou alors en mettant ça aussi très à distance, en refoulant tout ça, en étant presque dans une forme de déni, ils sont en train de préparer les complications de demain.
C'en est arrivé que, de par ce déni, j'ai dû cacher euh, au collège et jusqu'au lycée, même après le lycée, à mes potes, hein, à mes potes. Donc, ils comprenaient pas pourquoi j'allais tout le temps à l'infirmerie pendant le moment de la récréation. C'est parce que je devais faire mon dextro, parce que je devais prendre ma collation. Et voilà, je pouvais pas m'asseoir et me piquer le doigt devant mes camarades, surtout au collège. Il y a beaucoup d'harcèlement, il y a beaucoup de moqueries, et donc ce genre de discrimination-là, non, non, c'était impensable pour moi. Et donc je l'ai caché aussi jusqu'au lycée. La CPE, bien évidemment, était au courant, le proviseur était au courant, et donc j'avais un pass qui disait aux surveillants, bien évidemment, tout en discrétion, hein, les surveillants ne savaient pas quel problème de santé j'avais, mais il doit dépasser tout le monde. Et donc c'était assez compliqué, surtout quand j'avais des malaises, surtout quand je tombais en hypo, ou même j'avais des baisses de tension. C'était assez compliqué parce que je disais au professeur, je dois sortir, je dois aller à l'infirmerie. Et certaines personnes savaient que j'étais malade, je parle de mes professeurs, mais des fois c'est en mode non, 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 vous restez là, mais le cours n'est pas terminé, vous allez perturber la classe. Ah non, non. J'avais cette peur-là constante de montrer à mes potes que j'étais malade. Donc c'était une période qui n'était vraiment pas facile pour moi. Vraiment, vraiment pas. Je me rappelle, j'ai réussi à aller au ski avec ma classe en première. Et c'était pas facile parce que dans les chambres, on était 6, 7. Et maintenant, il faut se cacher. Maintenant, dans la propre chambre, parce qu'on avait des lits superposés, il faut se cacher dans le chalet, se resucrer, prendre des bonbons. Et à 2 heures du matin, je me réveillais et tout le monde entendait les bruits des bonbons. Et j'ouvrais les paquets de schtroumpfs et je me prenais, parce que j'aimais trop les schtroumpfs. Et je mangeais. Et je me disais, mais je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer à le cacher comme ça et tout. Et parce que c'est pas bon. Tu vas faire du ski. Imagine, tu tombes et perds tes potes, ils vont pas comprendre qu'est-ce que c'est. Même malgré ça, j'étais têtu et je suis resté comme ça. Je suis vraiment resté comme ça. Et le déni a duré au moins jusqu'à où c'était vraiment haut et bas. Ça a duré vraiment jusqu'à mes 24 ans, quand même. Donc ça a duré quand même après le lycée. Après le lycée, j'ai eu 18 ans quand j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac pour la deuxième fois d'ailleurs, parce que ça a été très perturbant pour moi, psychologiquement. J'arrivais à suivre, mais à un moment, les problèmes de santé, psychologiquement, ça m'atteignait. Et je le cachais beaucoup. Je le cachais vraiment beaucoup, je cachais vraiment, vraiment beaucoup. Et même mes parents, ils ne comprenaient pas. Des fois, j'avais des sauts d'humeur, j'étais en colère, et ils me disaient, mais ça te ressemble pas. Toi, tu es tout le temps quelqu'un qui fait des blagues et tout. J'ai dit, oui, mais des fois, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et donc, c'était pas évident. Mais avec la maturité, quand elle a commencé à venir, j'ai commencé à plus me poser et à me libérer de ces pensées négatives et petit à petit, à en parler un tout petit peu. Mais c'est venu petit à petit. J'en ai commencé à parler à 28 ans. Vraiment. Et en fait, c'est l'arrivée de mon meilleur ami dans ma vie qui a fait que j'ai commencé à en parler. Tous les matins, il m'envoyait un message, il me disait ah, tu fais quoi aujourd'hui et tout, ça te dirait, on se capte sur Paris pour aller manger un bout et tout. Et j'ai dit non, 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 je suis à l'hôpital. Et je lui dis la vérité, hein, moi je ne mens pas à mes amis. J'ai dit je suis à l'hôpital. Il disait mais t'es un peu trop à l'hôpital là. Après je dis ah oui, c'est juste des examens. Et, bon, je disais que c'était une prise de sang. Mais pour moi, ça reste une prise de sang. C'est juste que je ne dis pas quel genre de prise de sang je fais. Et donc voilà, et un jour, il m'a posé une question, il m'a dit faut que tu sois transparent avec moi, parce que maintenant on est amis, on a ce statut-là, et il faut être transparent avec ses amis. Et donc comme il était vraiment proche de moi, je lui ai dit c'est un peu compliqué et tout, et là il m'a tendu un piège. Un jour on est parti au Five Guys, aux Champs-Élysées, et il m'a dit tu ne bouges pas tes fesses de la chaise si tu me dis pas tes problèmes de santé. Et là, pendant au moins 20 minutes, j'étais en train de me dire non, j'ai pas envie, et je me suis lâché. Et je lui ai dit. Et c'est ça qu'en fait, que je voulais pas. C'est l'expression, les émotions du visage qui sont là quand les personnes qui nous aiment sont tristes. Et ça, j'ai horreur de ça. Et voir les personnes que j'aime qui ressentent la douleur de par moi, en fait, ça me fait beaucoup de mal, en fait. Et donc, je voulais pas voir ça. Mais bon. Après, quand je lui ai dit, il a pris conscience de certaines choses. Maintenant, il comprend mieux quand je vais pas bien ou quand j'avais certaines crises. Je me renseignais beaucoup sur le diabète et des catastrophes et des dérivés qu'on pouvait avoir face à cette maladie. Et donc, j'avais entendu la dialyse un jour. J'avais vu sur TF1, je me rappelle, une femme qui se faisait dialyser. Je me dis, bon, et si tu faisais des recherches pour voir? Et là, je me dis, ah, bah... l'un des causes et des facteurs, ça peut être le diabète. Donc je me suis dit, bon, ok. Et je croyais qu'en fait, c'était une maladie mortelle. Et en fait, il s'avère que quand j'avais 27 ans, ouais, j'avais 27 ans, il s'avère que quand j'urinais, je voyais que mes urines étaient tout le temps très, très claires. C'était plus jaune, voilà, c'était vraiment très, très clair. Je me disais, bon, peut-être que il y a rien de fou, mais on sait jamais. Donc on ne sait jamais. Et donc, j'en ai parlé à ma diabétologue. Ma diabétologue me dit, bon, j'ai un médecin à vous conseiller qui est à l'hôpital de Poissy.
Et allez le voir, docteur Anthony. Et donc, il me dit, on va vous faire des examens, mais par contre, j'aurais besoin de vous pour vous hospitaliser juste un jour. Vraiment juste un jour, je veux juste vous prendre 24 heures de votre temps. Et moi, j'aimais un peu ce truc-là d'hospitalisation parce que depuis que je suis petit, en fait, je vais à l'hôpital. Donc, en fait, j'ai jamais vu l'hôpital comme un enfer. Et donc, j'aimais ce côté-là. Je dis, bon, d'accord, c'est pour 24 heures, comme ça, je sais que je vais tout couper, mon portable. Donc, il me dit, on va vous faire une biopsie. Donc, il me fait une biopsie par le dos, qui m'a fait très mal. Et donc, il me rassurait, oui, non, mais vous savez, on va vous mettre l'anesthésie. Et là, il sort un truc, je dis, attendez, c'est ça que vous allez mettre dans mon dos, là? J'ai dit, mais vous n'avez pas anesthésié jusqu'au fond, là, à l'intérieur de mon corps. Vous avez anesthésié juste la surface. Et là, il me dit, ça va aller. Et là, c'était d'une douleur, mais incroyable. Il m'a dit, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Et là, il m'explique qu'il a coupé un micro bout de mon rein et qu'on reprendra rendez-vous et qu'on reprendra rendez-vous et qu'il me dira ce qu'il en est. Après, il m'a dit que, lui, il m'a expliqué que oui, parfois avec le diabète, il y a des complications. Donc en fait, moi, il m'a fait juste il m'a juste hospitalisé un jour, mais après, moi, c'est bon, je l'ai oublié, le docteur. Hein. J'ai continué à faire ma vie. J'ai vu le courrier de son prochain rendez-vous, mais je me suis dit, c'est pas important. Il m'a juste hospitalisé et c'est tout, c'est terminé. Il m'a bien trucidé le dos, c'est bon, j'ai pas envie qu'il continue encore. Et donc, j'ai pas calculé son mail au bout de 6 mois. Enfin, son mail et son courrier. Et là, 1 an après, il me dit, vous m'avez oublié? J'ai dit, vous êtes? Ouais, je lui ai dit, j'ai juste ça au téléphone. Je lui ai dit, vous êtes? Parce que j'ai vu l'appel téléphonique, c'est toujours un 01, hein, et ça peut être que l'hôpital. Donc, j'ai dit, vous êtes? Il m'a dit, ah, c'est docteur Nicolas et tout, Anthony Nicolas. Après, j'ai dit, ok. Il m'a dit, c'est pour vous parler de vos résultats. Est-ce que vous pouvez venir à l'hôpital? Je vous donne rendez-vous. Ça vous dit dans 2-3 jours? J'ai dit, ok, pas de problème. Et donc là, il me dit, en fait, on a vu que vos reins vont peut-être lâcher. Là, moi, j'ai dit, comment ça? Il m'a dit que oui, vos reins vont peut-être lâcher, c'est dû au diabète. Donc après, il a fait plein d'examens. Docteur, allez à l'essentiel. Parce que là, en fait, je vous dis, moi, dans 2 mois, je pars aux États-Unis et c'est pour habiter là-bas. Et là, il me dit, vous êtes millionnaire? J'ai dit, non. Du moins, pas encore. Il me dit, vous êtes millionnaire? Alors, il me dit, qu'est-ce que je vais vous dire? N'y allez même pas. Parce que là-bas, vous allez payer une blinde. Les gens se mettent vraiment, ils ont des crédits à des millions de dollars, alors qu'ils sont, parce que justement, ils ont le problème de santé que je vais vous parler. Donc, j'ai dit, bon, d'accord, ok. Et en fait, je réalisais pas encore. Et il m'a parlé de dialyse, mais c'est pas catastrophique ce qu'on a trouvé. Il m'a dit, sûrement vous serez dialysé dans 3 ans. Donc, sûrement vous serez dialysé dans 3 ans. Et moi, je dis, bon, d'accord, ok, dans 3 ans. Et donc, j'ai plus une nouvelle de ce docteur-là. Donc voilà, parce que j'étais sérieux, mais pour moi, c'était pas une chose importante. C'était vraiment pas une chose importante. Surtout que c'était une nouvelle maladie je ne la considère pas comme une nouvelle maladie. Je disais, bon, moi, j'ai déjà le diabète, c'est déjà assez fort pour moi. Et donc voilà. Je suis le docteur Parier, je suis chirurgien, urologue, transplanteur. Je suis coordinateur de l'activité de transplantation rénale, qui est donc impliquée sur l'aspect purement rénal des projets de transplantation pancréas-rein. Les urologues disent rein-pancréas, mais ça reste entre nous. Ce sont des projets de transplantation qui sont toujours extrêmement ambitieux et des projets au long cours. On doit vraiment très bien réfléchir aux indications de ces patients. Évidemment, ils sont toujours diabétiques de type 1. Ce sont des maladies qui se doivent d'être complexes dans leur prise en charge et une intervention qui doit être proposée au bon moment. Ces maladies, malheureusement, vont petit à petit dégrader fortement les gens à plein de niveaux, au niveau de leur vaisseau, au niveau de leurs nerfs, et il faut être à même de réussir à les rencontrer dans la bonne temporalité pour que le corps n'ait pas encore trop souffert de ce diabète, mais qu'on soit quand même convaincu que ce diabète fait trop de mal pour qu'on puisse le laisser évoluer à son compte. La magie de cette opération, c'est que quand elle réussit, les gens ne sont plus diabétiques et plus dialysés, et que ça change considérablement évidemment la qualité de vie, mais même l'espérance de vie, parce qu'on arrête l'évolution du diabète et on retrouve une espérance de vie de quelqu'un qui a juste les problèmes de santé à l'instant T. Et en fait, il y a des symptômes qui me sont apparus, que je ne comprenais pas. J'avais l'impression qu'en fait, mes muscles se contractaient. Mais c'est comme si, en fait, les roues se dégonflent. Et en fait, ça fait... Et mes muscles, ça faisait ça. Et ça venait, ça partait. Et donc, je me suis dit, bon, trouve un réflexe pour plus avoir cette douleur. Peut-être que ça va durer quelques jours. Et donc, quand je bougeais mes bras, quand j'étais en mouvement, en fait, que je marchais ou que je bougeais mes bras ou mes jambes, ça partait. Mais par contre, quand je me posais,
et que que je jouais aux jeux vidéo, ça restait là. Donc je comprenais vraiment pas du tout et j'avais tout le temps chaud. Mes urines, la couleur elle revenait pas. J'avais la bouche pâteuse. Oh, ça c'était, je souhaite ça à personne. Horrible. C'est ce goût de métal là qu'on a dans la bouche et donc je suis toujours là en train de dire à ma mère, maman, achète-moi du jus. Oui, mais t'es diabétique. Non, 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 il me faut du jus parce que l'eau ça va pas changer de goût. Et donc tous les matins, parce que là je respectais vraiment mon diabète. Hein. Là c'était plus les bêtises. Là j'avais une certaine maturité. Donc je me disais, je me marquais dans mon cahier, tous les matins, tu prends un petit verre de jus pour enlever ce goût-là. Mais le goût, il revenait 2-3 heures après. Donc en gros, je devais faire avec parce que je voulais pas que ma glycémie monte à chaque fois. Ma mère me dit, t'es encore malade? Je lui dis oui, oui. J'ai dit, maman, t'inquiète, ça va être une grippe. Et ça faisait déjà une semaine en fait que je lui avais dit que j'étais malade et que c'était une grippe parce que je ne savais pas qu'est-ce que j'avais. Et donc ma mère, au bout de 2 semaines, elle a dit, moi je te connais, t'es mon fils, t'as toujours eu une grippe, ça n'a pas duré plus de 4 jours. Et là, ça fait 2 semaines. Et elle me dit, tu es sûr que tu veux pas aller à l'hôpital? J'ai dit, non, non, je veux pas y aller. Elle revient le lendemain, elle me dit, t'es sûr que tu veux pas aller à l'hôpital? Et j'ai dit, non, non, je veux pas y aller. L'après-midi, l'instinct maternel a encore réagi. Comme quoi, hein, le diabète, c'était elle. Et là, encore, c'était elle. Elle est rentrée dans ma chambre en mode Terminator. Et là, elle dit, non, 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 mets tes chaussures. Je sais que t'es un adulte, mais là, mets tes chaussures, on va aux urgences. Au moins, on va aux urgences. C'est pas grave, ça va durer minimum 4 heures. On va attendre, au moins, on saura qu'est-ce que t'as. Et donc, on arrive aux urgences, on fait des examens, on fait des prises de sang. Et à un moment, au bout de 3 heures, 4 heures, je passe de l'autre côté. Le docteur, il vient vers moi, il me dit, vous allez bien? Et je dis oui. Il me dit, vous pouvez faire une crise cardiaque à tout moment. Et là, je me dis, pardon? Il me dit, vous pouvez faire une crise cardiaque à tout moment. Et là, il appelle ses internes. Alors là, ils étaient au moins 7. Et en gros, il me faut rentrer dans une salle. Là, le docteur, il donne des ordres et tout, parce qu'il était assez carré, le docteur. Il donne des ordres. Oui, ramenez monsieur dans la salle et tout. Bon, vous allez lui mettre l'oxygène là, sur le masque et vous allez lui faire une incision. Et moi, je comprends pas. Je suis là, j'écarte mes bras, j'écarte mes cuisses. Et en fait, on me fait une incision entre mon pénis et ma cuisse pour m'insérer quelque chose. Et donc, c'est un cathéter en fait. Et donc moi je comprends pas. Et là il dit on va faire une incision et là vous allez insérer. Donc c'est l'étudiant qui me fait ça. Et donc moi je suis un peu dans les vapes dû au gaz. Bon après le docteur est venu parler à ma mère pour expliquer un peu la situation. Et donc on me ramène dans une chambre et on commence à me dialyser. Et c'est là que j'entends ce premier mot. Et là je sais qu'on me dialyse la nuit. Je dors, je suis un peu dans les vapes et là je me réveille. Et je vois que je suis encore branché, il y a une machine, et en plus, ça fait un peu mal. Au début, ça fait un peu mal, donc ça fait un peu mal, même ça s'étend même jusqu'en bas des cuisses. C'est là que je remarque l'univers autour de moi, je suis dans une chambre, je suis tout seul. Déjà, je suis content d'être dans une chambre tout seul. Mais par contre, les vitres, voilà, comme les open space, quoi. On voit tout, et là, je comprends pas. Et là, il y a un infirmier qui dit « Bonjour !» Il me dit « Bienvenue en réanimation !» Et j'ai dit moi, en réanimation, je pense direct à la mort, je pense direct au coma, je pense direct aux personnes qui sont dans un état végétatif. Et donc, je me dis, je vais mourir. Elle m'a dit, ah, non, non, pas du tout, vous inquiétez pas, mais on vous a mis en réanimation. Et donc, je dis, par contre, quand on va m'enlever cette chose-là, parce que ça me fait un bruit bizarre et ça me fait un peu mal et tout. Elle me dit, ah, vous êtes obligé de le garder, on doit le garder plusieurs jours. Et donc, je dis, bon, d'accord, ok. Et donc, s'ensuit des docteurs qui viennent me voir, qui me parlent d'un certain régime, qui me parlent de la dialyse. Mais sans mentionner que ça va être à vie. Je sais pas si c'était psychologique, sans mentionner. Et en fait, j'ai su que c'était à vie quand je suis arrivé dans un vrai centre de dialyse. En fait, le centre de dialyse, il était juste à côté de l'hôpital. Quand j'allais mieux, où je pouvais me lever, on mettait dans un fauteuil roulant, on me dit là, vous allez aller dans un centre de dialyse qui est juste à 30 secondes de l'hôpital. Et c'est là, nous, on envoie à chaque fois nos patients là-bas. Et c'est là, quand je suis arrivé le premier jour, que Guillaume, qui m'a dialysé et qui m'a dit ah non, non, c'est à vie. J'ai dit, comment ça, c'est à vie? Il m'a dit, c'est à vie. C'est-à-dire que tant qu'on t'a pas trouvé de solution, tu feras toujours des dialyses. Mais j'ai dit, mais moi, je peux pas. Je peux pas. Bah, en fait, il m'a dit, il a été cru, il a dit, c'est soit ça, soit la mort. Et donc on ne réfléchit pas hein, quand on a la mort en face ou une autre décision. On veut vivre. J'étais à Saint-Germain, à l'hôpital Saint-Germain, parce que moi, j'étais séparé entre les deux hôpitaux, Poissy et Saint-Germain. Et donc, docteur Olivia Barrault, qui me suit depuis que je suis très jeune, c'est là que je lui ai annoncé que j'étais dialysé. Et donc, elle me dit sans mon accord, hein, c'est ça qui est génial, elle me dit, on vous a parlé de la greffe? Et j'ai dit, ah non, pas du tout, parlez-moi-en un peu. Et oui, on peut vous greffer d'un rein et même du pancréas. Et donc elle me dit, j'en parlerai
à des médecins et je reviendrai vers vous. C'est là que j'en ai entendu parler pour la toute première fois. Et donc on me répétait assez souvent que j'étais jeune, qu'il fallait que je vive longtemps et que une greffe ça serait mieux, que je sais qu'aussi qu'il y a des patients dialysés qui ne veulent pas, justement dû à la peur en fait. Et c'est à ce moment-là que énormément de questions se sont posées. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu dangereux? Surtout que tellement je faisais confiance au docteur Olivier Barrault, je me suis dit, j'aimerais faire le rein pancréas, en fait. Et donc, en plus de ça, même pas un seul organe, mais deux. Donc, je suis parti sur YouTube, je suis parti sur Google, et j'ai fait plein de recherches, j'ai même vu des opérations, je me cachais à demi sur ma couverture, et je me disais, ah mais non, c'est horrible, moi c'est mort, moi l'esthétisme, ça compte beaucoup. Sachant que je travaillais dans un milieu, je travaillais dans un milieu assez esthétique, et donc l'image est à son paroxysme en fait. Mais puis voilà, et donc on se pose beaucoup de questions. Et est-ce que je vais perdre la vie? Est-ce que je vais vivre longtemps? J'ai eu mon premier rendez-vous avec le docteur Sakuna et Thomas, et ça s'est très très bien passé. Au début, j'étais assez sceptique, mais docteur Sakuna m'a toujours mis à l'aise. Pendant cette période-là, c'était, je me rappelle, en 2021. C'était un peu le brouhaha dans ma tête, parce que j'avais vu que tout était à l'arrêt, en fait, et même médicalement, et que même certaines opérations étaient à l'arrêt. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est bredouille, moi je continue juste à aller en dialyse, je suis vivant, et j'attendrai quand on m'appelle. C'est marrant parce que je sortais du McDo, et là, Thomas m'appelle, et il me dit, tu n'as plus pour projet de te faire greffer. En plus, j'ai senti ce petit truc là qui fout un peu le seum là, tu vois, c'est la personne qui est humaine au téléphone avec toi, et que tu sais que elle se dit, mais en fait, ça vaut le coup, il faut le faire. Et j'ai senti ce petit truc là, et je me suis dit, ah si, j'ai toujours envie de le faire et tout. Et là, entre deux frites, je suis là, je me dis, en plus c'était pas trop conseillé en tant que dialysé, énormément de potassium, donc je m'autorisais ça tous les 2 semaines et tout, et je me disais c'est mon moment, et là on vient de me parler d'une greffe, oula. J'ai dit bon ben je vais revenir à l'hôpital et on va reprendre les rendez-vous, et je suis arrivé à l'hôpital. Et donc on avait plusieurs rendez-vous, et donc c'était pas trop évident parce que moi je suis quelqu'un de très organisé. Je suis une personne qui travaille énormément, qui optimise son temps. Pendant 1 an, je l'ai caché à mes supérieurs. Donc mes supérieurs se posaient beaucoup de questions, ils disaient parfois t'es en retard, parfois tu ne viens pas, ça te ressemble pas, et c'était vraiment pas évident. Juste un jour, je vois le médecin du travail, et là je balance tout. Je lui dis que je suis dialysé. Ça me dit, mais votre travail avec la dialyse, c'est un peu dangereux parce que c'est physique quand même. Donc, vous courez partout, vous avez des rendez-vous partout, tout ça et tout. Il faut savoir que c'est un milieu, les personnes ont beaucoup d'argent. Donc, il y a vraiment beaucoup de grosses têtes, et c'est pas des personnes qui mettent la santé en avant. C'est des personnes plutôt qui pensent au profit et à l'argent. Un jour, l'infirmière en dialyse me dit mais vous êtes tout le temps souriant, monsieur. Et je lui dis ah oui, je suis tout le temps souriant. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, je suis content de vous voir déjà de 1, parce qu'au bout de 5 ans, je suis content de vous voir, mais de 2, en fait, c'est le seul moment où je me repose. J'ai 4 heures, c'est limité. Pour moi, c'était même pas assez. J'ai juste 4 heures pour me reposer. C'est-à-dire que là, je vais me coucher, on va me piquer, j'aurai ma tablette, j'ai mon livre, et je fais que de lire. Je fais que de faire des recherches d'informations, mais je travaille pas. C'est juste comme ça. Et je travaille juste, je lis juste pendant 1 heure, 1 heure et demie, le reste du temps, je dors. Et c'est trop bien. C'était vraiment trop bien. Et même des fois, je dis à mes collègues, ah là, je suis prêt à aller en dialyse. J'ai utilisé la dialyse vraiment comme un temps de repos, en fait. Vraiment comme un temps de repos. En gros, quand on m'a appelé quand Thomas m'a appelé pour me dire que j'étais sur grève, j'ai eu aucune réaction, mais vraiment aucune. Je suis juste resté statique, et je l'ai dit à personne. Mais par contre, quand j'ai reçu le courrier, ça m'a fait quelque chose de le lire et de tenir le courrier dans les mains. Mais sinon, j'étais très très heureux. Par contre, quand Thomas m'a dit qu'il faut avoir le téléphone à côté, c'était autre chose. parce qu'il fallait encore faire une éducation. Il fallait que j'ai encore une éducation en plus. C'est-à-dire intégrer la maladie à ma vie, mais maintenant intégrer aussi l'urgence à ma vie. Donc moi qui aime beaucoup bouger, je me suis dit, bon, je suis en France, il y a de la dialyse partout en France et tout. Et donc je me rappelle très bien, un jour, je voulais aller à Cannes. Et c'était pour le festival
Et j'avais une opportunité en or. Et j'en ai parlé à mon meilleur ami. Il m'a dit, je te conseille d'en parler à ton coordinateur et à ton médecin pour savoir. Et là, j'en parle à Thomas. Et Thomas me dit que Cannes, c'est trop loin, que c'est à 4 heures. Et que, en fait, là, c'est imminent. T'as patienté, t'es en haut de la liste. Et puis voilà, et donc c'était pour moi, en plus je revenais de Djali, je me rappelle, j'étais dans le taxi, je disais mais c'est une dinguerie ça, et là il y a mon agent, il y a la société pour laquelle je travaille qui me dit mais il faut pas que tu rates ça, on a besoin de toi, on a besoin de tes conseils stylistiques, c'est un gros client qu'on a et tout, et donc et j'ai dit Clarence, je suis désolé, je peux pas, et en plus il savait pas que j'étais malade, donc j'ai dit vraiment je peux pas. Je revenais du restaurant et je suis rentré à minuit chez moi et je me pose dans mon lit et je lis mon livre et là je reçois un appel. Et c'est un 01. Et c'est un 01 et mon cœur il a commencé à battre vraiment fort, 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 fort. Et là je me dis à minuit, un 01, ça peut être que ça. Et donc j'appelle, là je réponds et le docteur me répond, il me dit oui, on a les organes pour vous. En fait, je l'écoute, mais je l'écoute pas, en fait. Parce que je suis tellement sous les émotions, je commence à pleurer, j'appelle ma mère et tout, je la prends dans mes bras et tout. En plus, je mets haut-parleur et tout. Et comme je dis, je suis pas très tactile avec ma mère. Et là, bizarrement, j'ai été tactile avec elle. Et le docteur, il dit, prenez votre temps, prenez votre temps. Donc, on parle même pendant 1 heure au téléphone. Donc, il m'explique comment ça va se passer. Il a vraiment pris son temps. Et en fait, le lendemain matin, ben, je me dirige à l'hôpital. Et donc, on vient me voir en dialyse. Là, le docteur que je connaissais pas, je suis désolé, c'est pas pour vous aujourd'hui. On a extrait les organes et c'est pas pour vous. Elle rentre pas dans les détails. Elle rentre vraiment pas dans les détails. Et donc puis voilà. Et donc je rentre chez moi et en gros, on m'a appelé une deuxième fois et là c'était à 2 heures du matin, c'était un 06. Et là je me dis non, j'ai pas envie de décrocher, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. On me dérange pas à 2 heures du matin, moi je suis en train de dormir. Et donc par l'instinct, je décroche, on me dit on a des organes pour vous. Et donc je prends un Uber avec ma mère. Et donc voilà, on rentre dans l'Uber et tout. Je raconte au chauffeur d'Uber qu'est-ce qui s'est passé. Et le chauffeur de Uber qui est assez touché. Et donc voilà. Et ensuite là, en pleine autoroute, vraiment en pleine autoroute, hein, ça c'était fascinant ça. Hein. J'ai l'impression que j'étais dans Avengers. Mais en pleine autoroute, l'infirmière m'appelle, ou la coordinatrice. Et elle me dit non, non, finalement, c'est pas pour vous. On a extrait les organes, c'est vraiment pas pour vous. Et on fait demi-tour. Et donc ma mère, elle me rassure, elle me dit t'inquiète pas, ça arrivera à ton tour. Après, on m'a appelé une 3e fois. Thomas qui me dit je reviens dans 5 minutes et tout. Et là, 5 minutes, il revient vraiment dans 5 minutes. Et là, il me dit non, c'est pas pour toi. La 4e fois, on m'appelle. C'était un samedi matin. Et donc j'arrive à l'hôpital. Il y avait personne chez moi. J'ai pris un Uber. Et là, l'infirmière qui rentre dans ma chambre à Paul Brousse et qui me dit ah, ça fait trop longtemps, ça fait beaucoup de fois que je vous vois, vous. Elle m'a dit, là, c'est la bonne. Elle me dit ça comme ça. Après, j'ai dit, oui, mais on n'est pas encore venu dans ma chambre pour me dire si c'est bon ou pas. Et donc, mais j'ai été assez confiant envers cette femme qui m'a dit ça. Et donc là, il y a l'aide-soignante qui rentre dans ma chambre. C'est pas une infirmière, c'est une aide-soignante qui rentre dans ma chambre et qui me dit, vous descendez au bloc maintenant. Et donc là, je suis en train d'écrire des messages à tous mes proches et tout. C'était à ma sœur que j'étais en train d'écrire le message. J'avais déjà écrit pour ma mère et à ma sœur. Et donc voilà, j'envoie un message à ma sœur et tout. Et je lui dis comme ça, je lui dis, je pense que ça va durer 3 heures ou 4 heures, bof. Et que en mode, si à minuit, je te réponds pas, c'est que je suis mort. Je lui dis ça. Si à minuit, je te réponds pas, c'est que je suis mort. Et donc voilà, et donc je pars au bloc et tout. Et donc, en toute honnêteté, j'avais pas peur. J'appréhendais. J'avais pas peur parce que en fait pendant toutes ces années je me suis préparé à ça en fait. Je me suis préparé à cette éventualité. Moi on m'a dit 2 fois. Les médecins m'ont dit 2 fois que j'allais mourir. J'ai failli devenir aveugle. On me laissait 1 mois et demi pour sauver mes yeux. Donc c'est des trucs comme ça qui nous conditionnent à être en mode survivant en fait. Donc on a un mental peut-être plus fort que la moyenne. Je ne sais pas, mais en tout cas moi c'est mon cas. Et donc, je me suis dit, bon, c'est quelque chose qui va t'arriver. Et donc, prépare-toi mentalement. Et tous les jours, je me répétais, ça va venir, ça va venir, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Sois prêt, sois prêt, sois prêt, sois prêt. Et je me suis réveillé, je me rappelle très très bien, je me suis réveillé à 4 heures du matin.
Et donc l'infirmière qui venait, et donc moi je bougeais mon bras et j'essayais de parler, j'arrivais pas, et elle me dit oui je sais que c'est pas bien, je sais que ça fait mal, je sais que c'est très gênant, je sais que voilà la salive elle fait des va-et-vient et tout, mais vous devez rester comme ça pour l'instant, tout ça et tout, elle m'explique qu'on vous surveille, tout ça et tout. Et donc après l'opération il y a plusieurs symptômes, il faut que je fasse des gaz, il faut que j'aille aux toilettes, et donc j'y arrive pas, donc on me dit aussi au début je pouvais pas manger bien évidemment, donc on me dit après il faut quand même commencer à manger un tout petit peu, donc j'ai commencé par des compotes et de l'eau. Et je me dis que même ça, j'arrive pas, parce que je sais pas pourquoi, j'ai des blocages, j'ai pas faim, il s'avère que c'était plutôt pas mal au début, mais après, ça s'est enchaîné les complications, surtout les symptômes et tout. C'était compliqué, le rein ne démarrait pas, et j'avais beaucoup peur. Et peur dans le sens où il m'arrive quelque chose de grave à mon corps. Mais pas peur que je redevienne dialysé. Pas du tout. Parce qu'il y a le docteur qui est venu dans ma chambre qui m'a dit, docteur, elle m'a dit, oui, le rein ne fonctionne pas très bien et tout. Et je lui ai dit, madame, écoutez-moi bien. Moi, que je retourne dialysé ou pas, ma vie, elle va continuer, en fait. Voilà, ça a pris du temps. On me disait de boire beaucoup d'eau, beaucoup d'eau et tout. Donc voilà, et j'ai fait ma première erreur à l'hôpital, c'est que j'ai dit à un ami de me ramener des chips. Et donc en gros, je ne savais pas que c'était... Enfin, je savais que c'était interdit, mais je me suis dit, bon là, ça va, ça fait 3 semaines, un mois que je suis là, je peux me permettre et tout. Et là, le docteur qui rentre avec tous ses internes, vraiment full interne dans ma chambre et tout, j'avais l'impression que j'étais en plein jugement, voilà, de la Cour suprême américaine. Et là, je me dis, il me dit, par contre, on est là pour vous examiner, mais c'est quoi ça? Alors j'ai dit, ah ben vous voyez pas, c'est des Lay's. Mais ça c'est interdit pour vous, là vous êtes qu'au début, c'est un nouveau vous, donc il faut pas que vous détruisiez ce nouveau vous. Et donc là, je pris le paquet, j'étais à la poubelle. Et s'en est suivi énormément de complications liées à mon rein, jusqu'à ma vessie et à mon pénis. Et donc là, c'était très difficile. Beaucoup de douleurs, vraiment énormément de douleurs, surtout avec la sonde urinaire. Donc Antonio Sacugna, je suis professeur de chirurgie, responsable du programme de transplantation pancréatique au centre hépatobiliaire Henri Bismuth de l'hôpital Paul Brousse. Quand on voit les patients en consultation, il faut quand même insister sur le parcours et puis l'après-greffe qui n'est pas toujours très facile, en particulier la période d'hospitalisation qui peut être assez longue, hein. Ça peut être 4 semaines à 6-8 semaines d'hospitalisation au global. Et ça, il faut vraiment insister là-dessus parce que les patients ont tendance à ne... parce qu'on leur donne beaucoup d'informations et c'est quelque chose qu'il faut répéter parce que sinon c'est occulté, ça sort de leur mémoire. Et puis quand ça arrive, là, ça va être vraiment un coup dur parce qu'ils vont trouver l'hospitalisation très longue. Elle est longue pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il y a une première phase précoce où il faut s'assurer qu'il ne va pas y avoir de complications, en particulier de complications sur le pancréas, qui est un organe beaucoup plus fragile que le rein, avec comme complications majeures des complications vasculaires, en particulier veineuses, qui peuvent conduire dans 5 à 10% à la perte du greffon. Et ça, il faut prévenir le patient que ça peut arriver. Et ça peut aussi conduire à faire des réinterventions. Et en règle générale, il faut compter qu'un malade sur 4, un malade sur 5 va repasser au bloc opératoire pour essayer de contrôler une complication, que ce soit d'ordre vasculaire ou infectieuse, pour essayer de sauvegarder les organes qu'on a greffés. Une fois qu'on a passé cette étape-là et ce cap-là de complications chirurgicales, il va falloir faire toute l'éducation du traitement immunosuppresseur qu'on va réaliser. Et c'est pour ça que une fois que les complications chirurgicales ou que le temps des complications chirurgicales est terminé, le patient est transféré dans le service de néphrologie pour l'éducation thérapeutique du traitement immunosuppresseur. Quand on se réveille d'une chirurgie de ce type, il faut bien imaginer qu'on a quand même pas mal de tuyaux à droite à gauche. Bastien Parier, urologue. Des tuyaux dans la vessie, des tuyaux entre le rein qu'on vient de rajouter et la vessie, qui sortent du ventre pour évacuer les cochonneries de l'opération, les petits saignements, les suintements. Donc on est très médicalisé avec une première partie d'hospitalisation qui se passe systématiquement en réanimation
pour, une fois que les choses s'axent correctement, alléger un peu cette surmédicalisation et essayer de revenir vers des services classiques, en général de néphrologie. J'oublierai jamais cette soirée-là, mais c'était pas une hospitalisation évidente parce que quand je suis rentré chez moi, bien évidemment, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai sauté. J'ai dansé devant les infirmières en plein couloir, tout ça, alors qu'elles étaient en train de faire leur tour avec les médicaments et on était en pleine pause déjeuner. Et je suis là avec mon sac en train de dire oui, je vais partir, je vais prendre le taxi et tout. Sauf qu'en fait, je suis arrivé chez moi et en fait, finalement, il y avait une bactérie qui s'était installée. Donc je suis tombé très très malade et là, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Donc, quand j'ai eu mon examen une fois par semaine, mon docteur il m'a dit pourquoi je vous accueille dans un brancard. C'est pas normal. Est-ce que vous voulez que je vous hospitalise? J'ai dit, madame, à quel moment j'ai découvert que j'avais plus de diabète, plus de dialyse? Je ne l'ai pas découvert quand je suis sorti de l'hôpital, en fait. C'est juste mon meilleur ami qui m'a dit, c'est fascinant pour les autres qui sont autour de nous, qui ont une personne qui ont été greffées. Et il me dit comme ça, il me dit, t'as plus rien. Il me dit vraiment, t'as vraiment plus rien. Et je lui dis, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que je remarque pas que je vais plus en dialyse, et que j'ai plus à mettre de l'insuline et faire des dextros à tout va. Et là, je commence à réaliser petit à petit. Je commence vraiment à réaliser petit à petit. Et là, je suis dans ma chambre, en pleine réalisation que je suis là, et je commence à pleurer, en fait, comme ça, tout seul. Je commence à pleurer et je commence à dire merci, comme ça, dans le vent, merci. Et que je réalise vraiment que j'ai été greffé. Et que j'ai traversé tout ça, en fait. Mais j'ai réalisé après la sonde Gigi et que j'ai réalisé que je n'avais plus rien et que ma vie allait avoir un tournant. Mais en fait, ça n'a pas changé grand-chose, hein, parce que c'est toujours moi, en fait. C'est toujours ce que j'ai été. Donc, en fait, oui, j'ai plus de liberté, ça c'est vrai. Mais ma façon de penser et tout, non, ça n'a pas changé. Donc, en fait, j'ai pas vu une grande différence en soi. Mais le fait de ne plus aller en dialyse, et oui, ça, par contre, je l'ai remarqué. Et je me suis dit, les infirmières vont me manquer. Elles étaient tellement gentilles avec moi. Il y a eu quand même des choses positives qui sont arrivées même juste après cette nouvelle. J'ai vu que j'avais plus de force physique, déjà. Plus de mental aussi. Et bizarrement, les portes se sont ouvertes à moi. Merci. Il faut, hein. C'est pas facile des fois, mais il faut. Transplanté, c'est un podcast proposé par l'équipe de transplantation du rein-pancréas de l'hôpital Paul Brousse et de l'hôpital Bicêtre, des établissements de l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Nous remercions l'OSSI, ainsi que Stéphanie Roulet, Alban Brodin-Sartorius, Antonio Sacuna et Bastien Parier pour leur témoignage.